L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Je sais ce que vous vous êtes dit. Cet entretien est plus long que d'habitude. C'est vrai. Mais laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fouad Boussouf, un chorégraphe au parcours aussi surprenant qu'inspirant. Rien ne le prédestinait à devenir l'artiste reconnu à l'international qu'il est aujourd'hui, et encore moins à diriger le Centre chorégraphique national du Havre-Normandie. Ses débuts, il les a fait dans le hip-hop, à imiter un certain Michael Jackson avec ses amis dans la banlieue de Troyes. Moi, je répétais toute la semaine, en fait, dans ma chambre, avec mon frère aussi, parce qu'on était deux dans la chambre, pour que samedi, je sois à peu près présentable. Tous les samedis, on se retrouvait pour dire, voilà, moi j'ai appris ci, moi j'ai travaillé ça. Alors, il y avait des choses cadrées, où on se disait, tiens, moi je vais apprendre à faire la vague. Et puis, on avait des petites feintes à nous, parce qu'il fallait qu'on épate l'autre. De son quartier, il va finalement se déplacer, d'abord physiquement, mais aussi mentalement, pour repousser les limites dans sa vision du monde et dans celle de la danse. À chaque fois qu'on se déplace, on rencontre des choses nouvelles, on vit des choses intéressantes, et puis ça nous déplace à l'intérieur, en fait. On repense le monde différemment, et puis on revient plus fort malgré tout, je pense. Et des choses nouvelles, on peut dire qu'il en a vécu. C'est petit à petit, une chose en appelant une autre, que le chemin s'est peu à peu éclairé. Il a finalement trouvé son style, qui fusionne les genres, comme dans ses créations Nas et qui ont été acclamées par la critique. Alors forcément, raconter ce genre de choses, ça peut prendre un peu de temps. D'ailleurs, pour la petite histoire, notre entretien a débuté à 21h un soir dans un studio d'enregistrement, et on peut dire qu'au fil de notre conversation, nous avons petit à petit glissé dans un autre espace-temps, puisque nous avons fini vers minuit. Alors, ça lui a permis de raconter ces histoires incroyables avec humour, dérision et surtout beaucoup de sincérité. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. J'ai hâte de lire vos commentaires par message sur Facebook ou Instagram. Et rappelez-vous, un petit avis 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, c'est précieux pour ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, super bien. T'es sûr ? Ouais. Je voudrais qu'on rembobine un peu. On va voir un petit peu le Fouad enfant. Quel avait été ton rapport avec la danse quand tu étais vraiment tout petit ? Pour l'histoire, c'est que je suis né à l'étranger. Je suis né au Maroc. Je suis arrivé en France, j'avais 7 ans. Je vais à Romilly-sur-Seine, une toute petite ville à côté de Troyes, dans la campagne où il n'y a pas de transport en commun, etc. Et nous, on était 4-5, une bande de potes qui regardions les clips de Michael Jackson, toute la famille Jackson, Paula Abdul, etc., etc. Et donc, on a commencé à esquisser des pas de danse. Franchement, rien de sérieux. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on faisait des choses un peu plus synchronisées. Et puis les gens nous disaient « Ah, mais c'est super ce que vous faites !» On a fait comme les Américains, on a tout copié comme les Américains. Bah ouais, mais à l'époque, c'était normal. Oui, parce que ceux qui pratiquaient la danse, on les voyait. C'était des minorités, maintenant on les appelle comme ça. Et on voyait des jeunes danser dans la rue, et c'était gratuit. Il n'y avait pas de cadre, on faisait ça quand on avait envie. Et c'est la force du hip-hop, cet aspect inclusif. Tous ceux qui ont envie de le faire, de venir esquisser des pas, ils peuvent. Et c'est intéressant parce que c'est pas du tout une histoire de couleur de peau, même d'origine sociale, ça a évolué avec le temps. C'est une culture un peu entre guillemets rebelle, adolescent, un peu punk quelque part de notre époque. Mon père était très strict. C'est l'archétype du Maghrébin qui est parti du Maroc pour venir travailler en France, qui a fait des études de français, qui adore la langue française et qui se moque du reste du monde. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les études et le travail pour ses enfants. Lui, il voulait absolument que je sois le meilleur à l'école. Donc, du lundi au vendredi, il n'y a pas de sortie, rien. Donc, il fallait travailler. Donc, moi, toute la semaine, je rentrais, je faisais mes devoirs et un peu plus, parce qu'ils m'en donnaient un peu plus. Le samedi après-midi, c'est le moment où on se retrouvait en général. Et on se retrouvait souvent à danser le samedi après-midi. C'est né de ça. Est-ce que tu te souviens un peu cette première sensation, justement, de cette découverte, en fait ? Moi, je me souviens que je galérais énormément. Je galérais énormément parce que j'ai toujours eu un corps musculeux. On n'avait pas de miroir. C'est tout bête, mais on n'avait pas ça. Donc, il fallait vivre ce mouvement-là, le sentir au plus profond. Et moi, je répétais toute la semaine, en fait, dans ma chambre, avec mon frère aussi, parce qu'on était deux dans la chambre, pour que samedi, je sois à peu près présentable. Tous les samedis,
on se retrouvait pour dire, voilà, moi j'ai appris ci, moi j'ai travaillé ça. Alors, il y avait des choses cadrées, où on se disait, tiens, moi je vais apprendre à faire la vague. Et puis on avait des petites feintes à nous, parce qu'il fallait qu'on épate l'autre. Mais comment tu apprenais ça réellement? On regardait et on reproduisait le mouvement. Donc tu regardais sur la télé parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet. Ah non, non, c'est une histoire extraordinaire parce que il y avait Brick Street 84 par exemple. C'est un film incroyable, il faut le voir. Il y a Van Damme dedans. D'accord. Il y a Jean-Claude Van Damme. Et ouais. Ils font un cercle à un moment donné dehors, ils dansent et Jean-Claude Van Damme n'était pas encore tout à fait connu et il est derrière avec une espèce de body incroyable. Et donc nous on regardait, on disait mais comment les mecs ils font ça? Le mec il est grand, il est comme si, nous on peut pas le faire, mais on va essayer quand même. Et il y avait ça, et il y avait le club HHJ. Oh, c'est extraordinaire. Club HHJ, Halte Amitié Jeune, ça s'appelait. C'était dans un immeuble. La ville a mis ça à dispo. Et nous, on venait parce qu'il y avait la télé et il y avait un magnétoscope. Et on avait des cassettes qui circulaient. Dès qu'on chopait un créneau, on faisait des avances rapides pour essayer de comprendre le mouvement. Et en fait, juste à la vue, on enregistrait et on allait le répéter. Vous mémorisez en fait le mouvement pour le répéter. Tout passait par la vue. Ouais. Tout passait par la vue et on le faisait. Moi, je me souviens, ma chambre, il n'y avait pas de miroir, j'avais rien du tout. Donc, j'essayais de me voir dans la fenêtre ouverte à l'envers. Enfin, Le reflet. Le reflet. Moi, je parle plus. C'est pas grave. Français. Oh là là. Par exemple, la vague, je l'ai analysée même de manière presque pas de la biomécanique, mais presque. Parce que je me suis dit, à mon avis, ça doit partir des doigts, du petit doigt. Et alors, je m'entraînais à essayer d'être le plus souple possible. Je suis sûr que méthodiquement, ça doit être comme ça. On l'apprenait avec du faire, en fait. On faisait et on tirait les conclusions de ce qui marchait ou ce qui marchait pas. Et notre vrai miroir, c'était nous le samedi en face-to-face, comme on dit. Mais c'était une drôle d'époque, ouais, en effet. Pas Internet. Oui, c'est vrai, quand on se souvient, Bah ouais, c'est dingue. c'était le siècle dernier. Bah ouais, c'est ça. On est repéré par une prof, Ghislaine, dédicace à Ghislaine. C'était une prof de jazz passionnée, mais vraiment jazz à l'ancienne, Fame et compagnie. Elle nous voit, elle nous dit, ah, mais c'est bien ce que vous faites, mais vous devriez prendre des cours. On l'a pas pris méchamment, on dit oui, bien sûr, mais ça serait cool de prendre des cours, mais déjà, il y en a pas dans le quartier des cours. On n'a pas les moyens de... Alors quand on dit on n'a pas les moyens, on se plaignait pas. Parce que si on voulait vraiment faire une activité, moi je sais que mes parents me disaient, si tu veux vraiment faire une activité, on essaie de trouver une solution. Ça n'a jamais été une histoire d'argent, ça a toujours été une histoire de se détourner de l'école. Mon père, il était complètement obnubilé par cette histoire d'école. Donc, cette fameuse Ghislaine nous dit, venez prendre des cours. Mais où? Alors justement, l'aventure en fait, elle commence là concrètement. Le pourquoi je suis ici même, à Paris, où j'ai déménagé, etc. Ça commence par ce déplacement-là. Et je le dis très souvent, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dépasser, parce que je me suis déplacé. Et il fallait faire cette démarche d'aller jusqu'au centre-ville. Et le centre-ville, il y a deux choses qui sont intéressantes. Déjà, c'est pas la même population. Mhm. Et l'autre chose, c'est quand nous, on a commencé à prendre des cours, qu'il n'y avait que des filles. On était heureux, nous. Bien sûr. On était heureux, on voyait des filles. Alors, c'est pas qu'on n'en voyait pas, mais on les a jamais vues, elles. On les a jamais vues parce que c'était des enfants plutôt de gens des nobles, comme on les appelait, nous. Parce que c'était les filles du docteur machin, qui étaient connues, parce que c'est le docteur Bidule, il y en a 2 ou 3 dans la ville, donc on les connaît. Et donc, nous, on dansait avec les filles de ces nobles-là. On était un peu intimidés, pour être honnête. On s'est dit, on n'a pas leur niveau, elles lèvent la jambe là, elles ont des trucs, des tutus blancs, machin, des tenues de danseuses. On était avec nos joggings, nos baskets et tout, on était un peu mal à l'aise. Et au fur et à mesure, on a été acceptés très vite, parce qu'on avait un peu de préjugés sur elles, et je pense que c'était réciproque. Inversement, ouais. Et quand on a commencé à parler de musicalité, de rythme, de danse, de mouvements dansés, de techniques de danse, en fait, il n'y avait même plus de débat. Donc on a dansé ensemble. On faisait Du jazz. Ouais, du jazz, tranquillement. Nous, on faisait notre petite tambouille de hip-hop pour présenter un spectacle en fin d'année. Parce que c'était ça le deal. Et ma première chorégraphie, c'était sur Thriller, justement. Je descendais du toit, je faisais Thriller. Et en fait, à partir de ce moment-là, on a recueilli tous les applaudissements du public. La consécration, quoi. C'était la consécration, d'autant plus, maintenant je peux le dire, il y a prescription, parce que moi, j'ai toujours eu une peur bleue, un trac, toujours maintenant, de monter sur scène. J'ai un trac de dingue. À cette époque-là, je ne me sentais pas du tout capable. Je m'étais dit, si j'arrive à ne pas me tromper dans la chorégraphie, ça sera déjà super. Je n'arrivais pas à me concentrer. Vraiment, c'était très très dur. Et ça m'a canalisé. C'est pour ça que j'ai trouvé cet équilibre. On canalise, on travaille le mouvement, on explose physiquement, on est content. Et j'avais besoin de ça. Et adolescent, ça construit
Ça te donne un cadre, en fait, un petit peu. Ouais. Ouais, c'est constitutif de notre personnalité, de notre caractère à un moment donné. Et ça donne une confiance incroyable. On se dit, bah, c'est bon, j'ai réussi à monter sur scène. Tout est possible. J'ai dansé devant plein de gens, etc. Et à partir de là, l'aventure a commencé grâce à ce mouvement du déplacement, d'aller vers l'autre, Et d'aller au centre-ville. d'aller au centre-ville. Il fallait aller au centre-ville, c'est Ouais. fou. Ouais. C'est fou, cette histoire. Il n'était pas question d'en faire... Son métier. Pas du tout, pas du tout. Mais ça a permis une chose, c'est que de la danse, j'ai fait un parallèle avec l'école. Si j'ai réussi à faire, par exemple, une coupole, et qu'au début, c'était pas facile, parce qu'il fallait passer par des étapes qui sont, par exemple, les étirements. Et cette prof nous a expliqué comment s'étirer, comment ne pas se faire mal, comment prendre soin de son corps, des choses toutes bêtes. Et à force de répéter, à force de travailler, on a eu des résultats. Je me suis dit, mais ça se trouve à l'école, si je travaille, je pourrais faire la même chose. Moi, j'ai été envoyé dans une voie de garage en 4e et 3e technologique. Et j'avais pas compris pourquoi. Je n'étais pas un mauvais élève, loin de là. Tout de suite, je l'ai mal vécu. Ça m'a vraiment pesé. Oui, parce que là, on n'est plus dans le côté je mérite, je bosse. Exactement. Et ça, c'est compliqué. Et j'ai eu le sentiment d'une grande injustice. Mm. Et pour un gamin de 12 ans, c'était terrible. Parce que moi, je me suis dit, mais je vais mettre une blouse bleue de travail. Tout ce pourquoi mes parents se sont battus, c'est pour éviter que je mette une blouse de travail. Mon père n'a rien dit. Et même dit, si les profs l'ont dit, c'est que c'est vrai. Oui, c'est l'institution et on respecte et on croit en Bien l'institution sûr, bien sûr. dans son intégralité. Totalement. Et que certainement, je ne l'ai pas mérité. J'ai pas mérité d'aller dans la voie dite normale. Et comme je dansais, et comme je voyais du monde, j'avais autre chose qui m'aidait à prendre une certaine forme de confiance, on peut dire ça comme ça. J'ai fait un CAP, un BEP, toujours avec ma main bleue de travail, mes chaussures de sécurité. Et je fais mes stages de danse. Toutes les vacances scolaires, il y avait un chorégraphe qui venait. Et qui venait où? Qui venait à Romilly pendant une semaine. Pourquoi? Parce que comme il n'y avait pas de lieu, d'institution, etc., cette prof qui était passionnée, elle se débrouillait pour trouver des financements via la ville, la MJC, je ne me rappelle plus exactement, bref. Et en fait, nous, on avait des grands noms de la danse qui venaient. Des Serge Ricci, des Wayne Barbaz, des Nicole Guiton, surtout du moderne, contemporain, jazz plutôt. Et donc moi, toutes les vacances scolaires, j'avais un stage de danse quasiment gratuit. Et c'était génial. À ce moment-là, il y a un chorégraphe du Mans, La Seine, si tu m'écoutes, dédicace, qui nous voit danser, répéter, et il nous dit, je vous embarque pour un concours de danse au Mans. Donc on va au Mans, on fait un concours de danse, on était habillés en kilt. Putain. On avait fait un kilt, c'était n'importe quoi. On était habillés en kilt, alors on était bronzés avec un kilt, et on a gagné ce concours. Ça s'appelait à l'époque Jazz Perspective, pour ceux qui connaissent. Et on l'avait gagné prix du public, prix du jury, c'était un truc de dingue. Et nous, c'est la première fois qu'on allait aussi loin. Moi, les seuls voyages que j'ai faits, c'est le Maroc en voiture, 2 jours et demi dans la voiture. C'est pas un voyage, si, c'est une aventure, mais un peu calvaire quand même. Ouais. Et le fait d'aller au Mans, de danser devant des gens... Et de gagner en plus. Et on a gagné. Mais alors, on a gagné, mais on gagnait rien, entre guillemets. On gagnait juste une reconnaissance. Mais c'est déjà pas mal. Et c'est ça. Et surtout, on gagnait autre chose. On gagnait le droit de participer à un autre stage qui avait lieu dans un autre endroit, vers Lyon. On passait une semaine de stage ailleurs. On avait le droit de prendre tous les cours du monde. Donc on choisissait ses cours. Mais là, c'est le bonheur. C'est le bonheur, et en même temps, on est autodidacte quelque part encore. Donc on avait un niveau nul. Mais moi, j'allais prendre des cours avec, pour ceux qui connaissent, Norio Yoshida. Et en classique, complètement nul. Je ne comprenais rien. J'étais perdu. Il me regardait, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Mais c'est pas grave. Je m'en fous parce que pour moi, j'avais déjà 10 ans de retard. Parce que j'avais pas pris mes cours comme tout le monde. Oui, le côté académique. On avait trouvé un mixte entre l'autodidacte et le cadre. T'as fait ta sauce, quoi. Ouais. L'autre moment clé du voyage, c'est que il y avait Dominique Lisette, il y avait le collectif de jeux de jambes, il y avait Max Laure qui nous dit « Je vous invite à la Cité Véron ». Parce qu'on répondait à aucun code. On n'était pas des danseurs hip-hop purs et durs, on voulait pas du contemporain, machin. On était un peu hybride. Ouais. Il dit « Venez à Cité Véron prendre un cours ». Romilly-sur-Seine, c'est à 1h30 de voiture. Mm-hmm. Donc on a trouvé le moyen, Amine, un de nos copains, avait eu son permis très tôt, et il a réussi à avoir la camionnette de la MJC, et on est parti à Paris pour prendre ce cours à Cité-Véron. Et ce moment-là, il est incroyable, parce que moi, j'avais jamais été à Paris. J'avais 17 ans. J'avais jamais mis les pieds à Paris. Je me souviens de toute ma vie, parce qu'on n'arrivait pas à prendre la sortie. Et parce que c'était la sortie Metz-Nancy, mais nous, on n'habite pas à Metz-Nancy. Donc, comme on était un peu, il n'y avait pas de GPS en plus.
On a fait 4 fois le tour, je me souviendrai toujours. On nous disait, il y a la tour Eiffel, Fouad, là-bas. Et moi, j'ai menti, j'ai dit, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, l'air de rien, en fait. J'avais jamais vu la Ouais, ouais. Et je me suis dit, c'est quand même fou que ça soit grâce à des pas de danse que j'arrive jusqu'à la tour Eiffel. En parallèle des études, je fais un CAP et un BEP, donc. Et j'arrive à mes 17 ans, j'étais en bac professionnel. Ça s'appelait un bac professionnel hors sur opérateur, régleur sur système d'usinage. C'est de la mécanique de précision. Je me retrouve à faire ça. Et donc, l'endroit le plus proche, le moins cher, etc., c'était Châlons-en-Champagne, à 1 heure de voiture. On n'avait pas de voiture, mais peu importe. Et je me retrouve à Châlons-en-Champagne. Ce lycée était un lycée mixte, professionnel et général. Et ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé parce que j'ai travaillé avec ces gens-là le soir et je voyais que c'était pas du tout le même monde. La philosophie, moi, j'avais pas étudié. Et je les voyais lire des livres sur la philosophie. Et j'avais toujours eu ce syndrome de... Je me sentais pas... De l'imposteur? Alors, je l'ai, le syndrome de l'imposteur, définitivement. Celui-là, je l'ai, je l'aurai toute ma vie, je me bats avec lui, mais il est fort. Mais non, c'est surtout je me disais, mais eux, ils sont intelligents, ils sont forts, ils ont des livres énormes, ils ont des disciplines que je connais pas. T'avais un petit complexe, quoi. Le complexe d'infériorité. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je me dis, bah, il faut que je rattrape ça, c'est pas possible. Donc, je lisais avec eux, je découvre aussi les sciences sociales. En fait, je découvre Bourdieu. Je savais pas qui c'était ce mec-là. Et je commence à lire un peu, je me dis, ah, mais je suis en plein dedans, là. Ce qui m'arrive, c'est ça? Bien sûr. Je me dis, mais il faut vite que je me ressaisisse. Et je me disais, c'est pas possible. J'ai 17 ans, j'ai jamais redoublé, je suis un bon élève. Et le conseil d'orientation que j'ai été voir me dit, vous serez un très bon ouvrier. J'ai aucun problème avec les ouvriers, mais pour mon père, pour ma mère, qui me disait, nous, on sacrifie tout pour que tu sois dans un bureau, que tu as un vrai métier. Et je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas. Et donc, ce lycée, ce bac professionnel, ces rencontres avec ces gens qui pensent autrement, qui viennent d'un autre milieu, qui lisent autre chose et qui étudient autre chose. Ça a ouvert finalement d'autres horizons. C'est s'autoriser à penser autrement, s'autoriser à faire autre chose que ce qui est attendu par les parents, ce qui est attendu aussi par le système. Et quand je dis ça, j'en veux à personne. Moi, c'est juste qu'il a fallu tout ce temps-là pour comprendre qu'il fallait bouger. Encore une fois, le lien avec le mouvement, mais il fallait bouger, aller ailleurs, se déplacer pour pouvoir penser le monde et se dépasser. Est-ce que tu te dis, bah c'est la danse? Jamais. J'avais soif d'apprendre. Et je ne savais même pas pourquoi j'étais fait. Donc, je me disais, j'ai le temps, j'ai pas de retard. Je vais étudier et je vais faire le maximum d'études pour savoir éventuellement ce que je vais faire. Donc, tu vas à la fac. Donc, je fais d'abord un BTS technico-commercial qui venait de naître. Et qui venait de naître juste à côté de chez moi. Donc, je retourne chez mes parents. J'avais aucun problème avec mes parents, j'avais aucun problème avec ma famille et aucun problème avec mon quartier. Et quand quelqu'un a son bac et qu'il est post-bac, c'est extraordinaire. Dans le quartier, il a eu son bac du premier coup. Waouh! Même si c'est un bac professionnel. T'étais devenu la star, quoi. On était... Le peu qui avait le bac dans le quartier, c'était déjà génial. Donc, je fais ce BTS technico-commercial. Je l'obtiens, je suis très content. J'ai passé des examens pour entrer en licence en sciences de l'éducation. Et donc, je suis prêt à Paris 12, Créteil. C'était exceptionnel parce que je monte à Paris, je vais à la capitale, bien sûr, faire des études universitaires, n'importe quoi. Le Graal. Oui, en même temps, avec un peu de recul, c'est sciences de l'éducation. C'est pas une thèse en biochimie ou je ne sais quoi, mais peu importe. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui revient. Et là, un de mes oncles, il m'offre une Peugeot 505 GRD, mais comme les voitures des enfants, comme ça. Carré. Mais il y avait de l'espace. Hein. Elle était souffrante, la voiture. Elle allait bientôt crever. Mais il me l'a donnée parce qu'il m'a dit, au moins, tu pourras faire des allers-retours, pas de train. Et donc, je faisais ça. J'avais une bourse, mais je ne savais pas trop. Je trouvais un hébergement à Cachan, à 9 mètres carrés. Enfin, bref. Mais 9 mètres carrés? Ouais. C'était vraiment la grande, grande solitude. Et là, il y a une prof qui s'appelle Annie Bourdier. Là, on cherche quelqu'un qui donne des cours de danse, en hip-hop notamment. Je dis, moi, je suis là. Et donc, je donne des cours à la fac. Je vais à la place Carrée. Je vois les danseurs hip-hop. Châtelet, quoi. Châtelet. Je les vois, je me dis, waouh. Ouais, c'est le grand lieu du hip-hop. Et oui, et puis moi, je vois des gens, paix à son âme, Karim Barouche, tous ces gens-là. Je me dis, waouh, le niveau qu'ils ont, quoi. Gabin. Et là, je me dis, waouh, le niveau, c'est extraordinaire.
Et moi, je rentrais jamais dans les cercles. J'étais trop intimidé. Mais vraiment. Je me mettais dans un coin, je m'échauffais, je m'étirais, je faisais mes trucs. Et je m'entraînais, je m'entraînais. Et à un moment donné, je les entends parler d'audition, de choses comme ça. Et Ange, spécial dédicace à Ange, un super danseur aussi, qui me dit, il y a une audition, et tout, je te dis, mais toi, t'es pas du coin. Il dit, ça se voit, parce qu'ils étaient tous sapés, baggy, casquette, alors que moi, rien à voir. J'ai toujours été un peu classique, quoi. Il me dit, il y a une audition à tel endroit, tel endroit. Je dis, ah ouais. C'était sur une cité danse. Je m'inscris, je passe mon audition, et à mon grand étonnement, je suis pris. Je sais pas par quel hasard. Et là, Peut-être que t'étais pas si mauvais, en fait. Hein? Alors, j'avais ce complexe, mais en même temps, j'ai autre chose qui me disait, ces danseurs-là, ils se ressemblent tous. Lui, il fait du hip-hop, lui, il fait du lock, lui, il fait du break. Mais qui peut faire un salto, une pirouette et un grand jeté ou je ne sais quoi au sol, un truc hybride, hein. Et moi, j'avais ça. C'est-à-dire que je venais de là où je venais et je ne pouvais pas cacher. En danse, tu caches pas tu fais ton mouvement, tu le vis. Et les gars me disaient, putain, mais c'est bizarre ton style. Enfin, Et ça m'a aidé, en fait. Pour le coup, j'étais pris parce qu'il y avait l'aspect mémorisation, l'aspect travail, l'aspect aussi scolaire, peut-être. Et c'est tout. Et donc là, je découvre ce monde-là, de la danse, du spectacle. Waouh. Et en même temps, pour moi, c'était juste temporaire. J'adorais, hein, mais c'est trop loin, c'est trop dur, c'est trop grand, c'est loin de mon éducation, c'est loin de tout. Et que je voyais les gars, les danseurs, je me disais comment ils arrivent à vivre aussi. À un moment donné, je fais mes études, je fais une maîtrise sur la danse hip-hop. Ton titre de mémoire, c'est La danse hip-hop, repli identitaire ou facteur d'intégration sociale, le cas des maghrébins. C'était pour dire que moi, la danse m'a permis, c'était un cas un peu personnel au départ, ça m'a permis d'aller vers l'autre, ça m'a permis d'avoir une idée un peu plus critique à mon égard, à mon endroit. Et j'avais quelques copains qui, eux, se sont recroquevillés sur une culture d'origine qui, pour moi, était totalement fantasmée aussi, en plus. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je parle très bien l'arabe et je n'ai pas du tout cette affirmation identitaire de tes origines. Pas du tout, parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je suis tranquille avec ça. Alors que d'autres se cherchaient, s'inventer des vies, quoi, ou des cultures. Et ça, tu penses que c'est la danse qui t'a notamment aidé à ça ? Non, c'est l'éducation. Pour moi, elle est primordiale. Après, il y a les épreuves, son parcours de vie personnel. Et j'avais envie d'écrire là-dessus, donc j'ai questionné beaucoup de monde, beaucoup de danseurs, etc. À cette époque-là, si je résume, tu fais beaucoup de cours de danse qui te permettent de vivre. À côté de ça, tu fais un mémoire sur la danse. Ouais, d'accord. Et je danse aussi. Mais tu te dis pas, tiens, je vais en faire mon métier. Non, parce que je cherchais quelque chose où j'étais totalement convaincu de ce que je faisais et qui me sciait à l'intérieur. À la fin de mes études, à la fin de tout ça, je décide de partir au bout du monde, le plus loin possible. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, un jour, plus tard, j'irai dans un pays anglais, j'apprendrai l'anglais. Je me suis dit, je vais aller dans un pays le plus loin où il n'y a pas de français déjà. Des français pour pas parler français, c'est tout. Oui, pour être vraiment complètement imbibé d'anglais pour apprendre. Exactement. Et l'autre raison toute simple, c'est les sous. Il y avait le choix entre l'Angleterre, les États-Unis, Nouvelle-Zélande, Écosse et Australie. Et l'Australie, c'était le moins cher. C'était le moins cher ? Ouais, c'est le moins cher. Bizarrement. Alors le dollar australien était le moins cher. Ah, dans ce sens-là. Okay. Dans ce sens-là. Il y avait l'histoire du climat, accessoirement. J'adore la nature et les animaux. C'est mon autre grande spécialité. Je vais me reconvertir à un moment donné. Non, je peux le faire en même temps. Bah oui. Photographe animalier. C'est mon petit kiff suprême. Pour quelqu'un qui est un peu hyperactif Pas pour les animaux. Je suis très patient pour observer. D'accord. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique de voir d'attendre que les oiseaux se posent, d'attendre que l'animal surgisse. Mais il y a un truc aussi de l'ordre du mouvement et de l'ordre... Oui. Hein, c'est très animal, c'est très instinctif aussi. Et donc l'Australie, il y a des animaux de malades. Donc je dis, je vais aller en Australie voir ces animaux de dingue. Quand je dis j'y vais sans avoir un mot d'anglais. Et donc je décide, je m'inscris dans une école. Donc je me retrouve à Brisbane, le point le plus extrême est de l'Australie. Je rencontre des gens du bout du monde. Tu repousses à chaque fois un peu plus les frontières. À chaque fois qu'on se déplace, on rencontre des choses nouvelles, on vit des choses intéressantes. Et puis ça nous déplace à l'intérieur, en fait. On repense le monde différemment et puis on revient plus fort malgré tout, je pense. Et là, je rencontre la culture latino, Brésil, Colombie, Argentine, les Japonais, les Coréens du Sud.
également Taïwan. Voilà, tous ces pays-là, ils avaient des jeunes comme moi qui venaient pour apprendre l'anglais. Donc je rencontre ces gens-là, et là je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut penser de manière étriquée notre monde dans notre petit quartier, dans notre petite ville, ou même, quand bien même dans la capitale parisienne, hein. Donc là, je voyage, je vois du monde, je prends des photos, je danse dans la rue. Tu danses dans la rue? Alors, j'ai passé un examen pour pouvoir danser dans Queen Street, si je dis pas de bêtises, à Brisbane, pour pouvoir faire le robot à l'entrée et à la sortie du magasin pour avoir un peu de sous. Je suis obligé, enfin... Ouais, c'est le système D. Voilà, il n'y a pas de matelas en fait, il n'y a pas de... De matelas de sécurité, ouais. Il n'y a pas de filet, il n'y a Ouais. rien du tout, donc tu te débrouilles. Je vais à la mairie, je leur explique mon cas, ils m'ont dit bah, va danser là-bas, et si ça nous plaît, on te donnera le permis. C'est trop fort. Et donc je fais mon petit robot comme ça, là. Et donc je reste pendant 1 heure, je suis en nage, j'avais un espèce de masque blanc, j'étais habillé tout en blanc et tout, je faisais la statue. Comme les gars à Paris là qui font... je le fais mieux moi. Mais Évidemment, évidemment. et donc là, le gars il vient moi, me dit c'est bon. Donc je fais ça, et à un moment donné, il y a des gens qui me repèrent, et là il y a un directeur d'école de danse qui me dit ouais, tu viens d'où, blablabla. Je lui explique. Il me dit bah, tu veux pas venir voir ce qu'on fait ou donner des cours, etc. Je dis bah oui, donc je donne des cours. Il y a un autre chorégraphe qui vient, il me dit mais tu danses avec qui? Je dis bah moi je viens là pour apprendre l'anglais, mais voilà. Il me dit tu veux pas venir danser avec nous éventuellement Donc voilà, je découvre ce milieu-là là-dedans, et je reviens en France, et là, grosse déprime. Moi qui avais vu le soleil, qui avait vu je reviens, je me dis Qu'est-ce que je fais? j'ai pas de boulot. Ouais. Et en fait je me dis mais peut-être que c'est le moment aussi de raconter ce qu'on a raconté avec notre corps, tout simplement. Et on verra, pareil, on verra. Et donc je fais un solo, voilà, 2 solos, 3 solos. Et là, je commence une création avec 2 danseurs, un duo, puis un quatuor, etc. Et en fait, je me dis, bah, c'est mort, je vais pas faire autre chose. Ça va être mon métier. Ça va être dur. Mais à un moment donné, c'est ça, et c'est tout. Si mon corps m'a emmené vers ça, si je fais ça, il faut l'accepter. Faut arrêter de croire que tu vas être ingénieur en je ne sais quoi. C'est pas ton truc, et c'est pas grave. Et j'arrivais à gagner ma vie, j'arrivais à gagner ma vie et voyager quand même, malgré tout. Et j'avais ce sentiment-là de liberté aussi, malgré tout. Je rencontre un monsieur Michel Caserta, le fameux, la Biennale de danse du Val-de-Marne. Je t'avais fait à cette époque-là une interview. Exactement. Il y avait une voiture, Exactement. Hein, c'était mon premier spectacle de rue, déviation. J'avais imaginé ou compris qu'il fallait aller vers les autres, à l'extérieur, pour que la danse puisse se diffuser, se propager. Mais c'était quand même assez incroyable, parce qu'il y avait pas mal de spectacles, et t'étais le seul, si je ne m'abuse quasiment, ou en tout cas il fallait sortir, donc déjà se déplacer, hein, et où il y avait une voiture dehors, tu dansais dessus. Oui, dessous, oui, Ah, on est d'accord. On l'avait aménagé avec 3x1, Ouais. dessus, dessous, sur le capot. On avait trouvé des systèmes pour être toujours, pour que la voiture soit réparable en permanence. Mais en tout cas, c'était déjà singulier. Bah, en fait, j'ai toujours eu cette impression que tout est déjà pris. Que toutes les places sont déjà prises. Et bien sûr. Ah. Les seules places qu'on prend, c'est celles qu'on s'autorise. Et qu'on crée. Et la création, elle est là. Moi, j'avais envie de créer sans aucune limite, sans rien. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je possède? Bah, mon corps, donc je vais faire un solo. Point. Et là, c'est mon assureur. Je me souviens de ma bagnole. Je le vois, il adorait ce que je faisais et tout. C'était un grand soutien. Et je lui dis, écoute, Alain, t'aurais pas une vieille bagnole qui traîne? Il me dit, si, il y en a une qui est arrivée. Hein, c'était un Chrysler Voyageur. Il me dit, oui, elle va partir à la casse, elle est épave, mais je peux me débrouiller pour que... Bref, il me débrouille la voiture. Chrysler Voyager, regardez ce que c'est. Hein. C'est une bagnole du futur. Et je me suis dit, on va créer quelque chose avec cette voiture-là. Et c'est né de rien. Donc je me suis dit, mais en fait, je peux faire des choses avec presque rien. Et la créativité, tu l'as un peu trop ignorée, ou tu ne lui as pas assez donné d'importance. Parce que toi, tu n'as pas été élevé, peut-être, avec cette conscience artistique, ou en tout cas que l'on pouvait créer avec des idées, avec des rencontres, avec des peurs aussi quelquefois. Et surtout, il y avait quelque chose de totalement irrationnel dans la création. Et pour moi, c'était très dur d'échapper à sa condition, de se dire, ben, je peux faire quelque chose qui n'est pas nécessairement ce que je connais ou ce qu'on m'a inculqué. C'est-à-dire un métier, un travail.
J'avais besoin de m'épanouir et de créer. Donc, il fallait juste créer. Tu aurais pu aussi décider d'être juste danseur. Moi, j'aimais bien aller sur scène, mais quel effort! Quel effort de dingue! Rapport au stress, je parle, pas d'entraînement. Pour moi, c'était un effort de dingue. Oui, c'est ce stress dont tu parlais qui te paralysait finalement. Parce que moi, quand je danse, je réfléchis. C'est horrible. Quand tu danses, tu réfléchis. Bien sûr. Tu réfléchis à quoi? Les pensées, elles arrivent, elles repartent. On leur a rien demandé. Je suis nettement meilleur à l'extérieur, en regardant, en observant, en voyant tout, et en calculant, en sentant les choses. Je suis tellement meilleur. Et depuis toujours. Je me dis, à quoi bon je vais perdre mon temps sur la scène? Il y a des danseurs qui sont nettement meilleurs. Et moi, je suis meilleur à mon endroit, moi. Donc, soyons honnêtes les uns avec les autres. J'ai une forme de pudeur aussi. Je fais le malin, je saute, j'aime bien faire le zouave, rigoler. Mais il y a une forme de pudeur quand même. Monter sur scène, c'est pas quelque chose d'anodin. Comment est-ce que tu crées? Quel est ton processus? Alors moi, je suis nourri d'énormément de souvenirs. Un de mes succès, je dis un de mes succès, j'en ai eu 50. Non, mais T'en as eu quand même pas mal. non. Essaye de ne plus être dans ce complexe d'imposteur, tu peux le Non, dire mais maintenant. non, mais ce syndrome-là, je vis avec. Hein, c'est pas. Et en fait, il m'aide quelque part parce que on se remet en question en permanence de toute façon. Non, c'était Nas en 2018 qui a permis de me faire connaître. J'en avais créé d'autres. J'avais créé À Condition, j'avais créé Le Moulin du Diable sur l'accélération du temps, À Condition sur le conditionnement, notre conditionnement. C'est vraiment des sujets moi qui Qui te passionne, ouais. Qui m'ont touché aussi. Je cours après le temps. J'ai ce sentiment d'urgence permanent. Il y a pas très longtemps, j'ai compris pourquoi j'étais un peu speed pour certains. Je crois que je suis en train de rattraper, tentative, hein, je tenterai toute ma vie, de rattraper 7 ans de retard. 7 ans de retard. C'est mes 7 ans. Je suis Quand t'es arrivé arrivé ici. J'ai l'impression d'avoir 7 ans de retard. Donc je cours après les souvenirs et je cours après le temps. Mais pourquoi du retard? Ça s'explique pas. Je suis en retard. Ok. Je suis en retard parce que Parce que t'as eu 7 ans en moins à vivre ici. Il y avait quelque chose de ce genre-là. Alors que tu te dis pas que tu as aussi 7 ans en plus de vie, de culture, de souvenirs qui ont aussi été ta nourriture. Oui, aussi. Mais c'est des choses qu'on n'explique pas nécessairement. Entre le moment de la fin de mes études et le moment où je décide de faire ce métier, il s'est écoulé aussi quelque chose de l'ordre de 7 ans. Il y a quelque chose du chiffre 7 qui est revenu. Et Nas, c'est 7 également. 7 danseurs. 7 danseurs. Et ça, j'en ai jamais vraiment parlé. Parce que c'est des choses qui... je fais confiance. Alors, je suis un peu mystique aussi. Bon, parce que je suis né au Maroc, je suis un peu mystique. Mes potes me le disent souvent. C'est qu'en fait, il y a ce qu'on imagine, il y a ce qu'on pense, il y a ce qui est rationnel. Et tout l'inconscient. Et tout le reste qui remonte. Bien sûr. Et il faut du temps pour que ça remonte. Il faut du temps. Et il faut aussi l'accepter. Quelquefois, ça arrive devant nos yeux ou dans notre esprit et on le capte pas. On le capte pas parce qu'on veut pas le capter. On n'est peut-être pas prêt. On n'est pas prêt. Et 2016, je vais au Maroc, je vais voir ma grand-mère. Tu étais déjà retourné? Oui, moi j'y vais tous les 2 ans. D'accord. Parce que j'ai ma famille là-bas, parce que j'ai ma grand-mère qui dédicace à ma grand-mère, qui m'écoute pas, mais parce qu'elle entend plus. Elle entend plus. Ah mince. Qui doit fêter ses 106 ans ou 105, 106 ou 107 dans ce coin-là. D'accord. Donc elle a vu du monde passer. Et donc tu y retournes en 2016. Et donc j'y retourne en 2016, je vois tous ces anciens qui sont en train de partir. Donc là, je suis dans cette histoire en rapport au temps. Donc je les prends tous en photo. Tu sens qu'ils vont partir de l'autre côté. Ouais, il n'y a rien qui me dit qu'ils vont partir, il n'y a pas de maladie. J'ai ce moment-là, ce sentiment de « mais s'ils partent, ils vont emporter quelque chose avec eux ». Donc je vais vite capturer leur âme, comme il disait dans l'antre. Bah oui, mais c'est ça la photographie. Donc j'ai pris en photo tout le monde et tout. Bref. Et je reviens, et là, il y a une directrice de théâtre qui me dit « mais Fouad, pourquoi tu parles pas de là où tu viens ?» Je dis « mais en quoi ça les intéresse que je raconte ma life ? On s'en fout. » Elle me dit « mais tu te trompes, c'est intéressant. » Je dis « oui, mais bon... moi, j'étais un peu... La caricature. Caricature de l'intégration, des origines, de l'immigré. Il y a des gens qui écrivent très bien là-dessus. Il y a des réalisateurs. Elle me dit, mais non. Toi, comment t'as vécu? C'est quoi ton histoire quand t'es arrivé en France, etc. Je me suis
putain, j'en ai des trucs à raconter. Et là, je commence à faire à chercher, Introspection. Oui, et puis même se dire que peut-être l'âge de raison de réfléchir aussi à ces gens qui partent et toi qui arrives et qui a une histoire à construire et qui a une histoire qui ne doit pas être éludée. Parce qu'on nous a dit, enfin, on nous a dit, personne ne m'a rien dit, hein, mais notre imaginaire, en tout cas. Dans la conscience collective, en fait. Ouais, c'est. Voilà. Regarde à demain. Ben non, c'est pas parce que je regarde derrière que je suis un nostalgique. Et quand même, j'ai le droit d'être nostalgique déjà. Gna gna gna. J'ai envie de. Non, mais j'ai envie de parler aussi des choses qui m'ont ému, qui m'ont touché, ouais. Qui m'ont touché. Moi, quand je dis que mes deux meilleurs amis, c'est pas Esteban Zia. La Cité d'Or. Les Cités d'Or. Ouais. Non, mes meilleurs amis, j'avais un figuier et un olivier. Moi, c'était mon terrain de jeu. C'était les cailloux. Mais vraiment. Et tellement que j'ai emmené les danseurs jusque là-bas dans mon village natal. Génial. Et donc Nas, c'est né de ça, c'est né d'une histoire de retour aux sources. De retour et puis d'observation. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter sur scène qui m'a bouleversé, qui m'a construit. Ben, c'est des souvenirs, c'est des images de toits, de cordes à linge où on accroche des habits, c'est des vignes, c'est des arbres, c'est des gens qui tapent au sol pour danser parce que comment dire, la percussion au sol veut dire énormément de choses. Elle veut dire quoi, justement? Est-ce que c'est omniprésent, je veux dire, dans Nas? C'est un rythme, c'est une transe, limite, oui. On est d'accord? Avec que des hommes? Oui. Bah parce que c'est ce qui ressort aussi de tes souvenirs. C'est la rue, c'est une rue d'hommes. Il y a des hommes partout. C'est une pièce où il y a de la tension parce que c'est tendu. C'est une pièce de théâtre. Moi, combien de fois je pars en vacances, j'observe les gens, je les regarde. Et c'est des gens qui s'agrippent, qui s'enlacent. C'est tendu. On ne sait pas si c'est de la bagarre, on ne sait pas s'ils s'aiment, on sait même. Il y a quelque chose de l'ordre du jeu, et c'est des hommes. C'est aussi des hommes. C'est par de virilité, il y a quelque chose de ce genre-là. Et le sol, c'est cette idée de frapper. Alors, si on remonte dans l'histoire, cette histoire de frapper le sol, c'est de rappeler à l'autre que c'est sa terre. Et puis, il y a quelque chose de terriblement mystique dans Nas, parce que j'étais chercher vraiment ce qui a régi mon enfance aussi. Moi, je suis dans une région où on a les Rissawa. C'est les descendants de Issa, de Jésus. Enfin, c'est historiquement, je vous invite à aller chercher, à regarder un peu sur Internet en quoi ça consiste, mais c'est d'une violence incroyable. Ça prend des couteaux, c'est terrible. Et pour nous, on regardait ça gamin, on voyait ça, c'était un spectacle, c'était le spectacle de l'année, quoi. C'était ça, c'était des mecs qui s'arrachaient des trucs, qui se saignaient avec des couteaux, etc. Et c'était quelque chose à la fois de dark et de mystique et de populaire. Et je me suis dit, mais c'est ça que je vais raconter, ces souvenirs-là. Alors je ne vais pas la raconter de manière frontale, forcément. Moi, je me souviens des matins où on entendait des coqs, des animaux, et cette lumière qui arrive, comme dans Nas, et les gens se préparent. C'est l'appel à la prière. On voit des petits bruits, des gens qui sortent de leur maison. C'est vraiment des matins très calmes. Ouais, c'est des chuchotements, on a l'impression. Ça, pour moi, c'est des souvenirs très très forts, qui demeurent encore dans ce village un peu préservé, qui demeurent. C'est génial. Ça nous renvoie à quelque chose de très, très intérieur, très voilà. Aussi les esprits, parce que les esprits sont omniprésents. Omniprésents, les esprits. Moi, gamin, on me disait, mais fais attention, ne va pas à une source d'eau parce que les djinns sont là, ils attendent. Les fantômes. Les fantômes. Et ça, on ne peut pas imaginer à quel point ça construit ton imaginaire. Et encore maintenant, la source d'eau dans la nuit... C'est compliqué. Je réfléchis un peu. On ne sait jamais. Et cet aspect mystique, en fait, on ne peut pas l'éluder. Il fait partie de nous. Il fait partie de nous, ouais. Et en fait, il faut l'utiliser pour révéler sa créativité, si besoin est de la révéler, en tout cas de la nourrir, justement. De la nourrir, de la sublimer même. Parce que c'est ce qui nous fait humains aussi. On n'est pas des êtres rationnels. Loin de là, ça se saurait. On est... Et c'est quoi ton rapport, justement, au mystique? Il est très puissant avec le temps. Avant, j'étais tiraillé entre le rationnel, le cartésien même. Ouais. Il y a un côté un peu, oui, mais c'est des croyances, quoi. La science, s'il vous plaît. Un jour, ma mère, elle me dit, je lui dis, maman, c'est drôle parce que je sens des choses. Elle me dit, mais ne regarde pas les choses avec les yeux, regarde avec le cœur. Et c'était beau, j'ai dit, ah oui, c'est intéressant. Et en fait, depuis, bon, ça fait un moment, mais
je fais appel à ce qui m'a peut-être sauvé à plein d'endroits, qui n'est pas nécessairement le cérébral, mais plutôt l'instinct. L'instinct de survie, l'instinct tout court, à plein d'endroits, sur plein de choses. Et je me dis, mais c'est tellement puissant l'instinct, ça va plus vite que tout. Pourquoi on l'utiliserait pas un peu plus? Pourquoi on l'éluderait? Et de l'instinct découle une forme de mysticisme dans ma culture, mon éducation. Quand je parle avec ma grand-mère qui me parle voilà, de choses, si j'en parle, ils vont me dire, mais lui, il est habité. Et ben oui, pourquoi pas? Bah ouais. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et ça aide énormément à créer aussi ces ambiances-là sur scène. Dans toutes mes créations, je convoque les esprits. Il faut que les esprits soient là. Alors, je ne le dis pas comme ça à des danseurs, parce que sinon, ils vont fuir. Mais je fais en sorte qu'à un moment donné, il se passe quelque chose entre les danseurs. Moi, j'appelle ça, on peut appeler ça mystique, instinct, etc. Un peu du sacré, quoi. C'est hyper sacré. C'est sacré sans que ça soit sacralisé. C'est quelque chose, on peut y aller. C'est pour tout le monde, pour moi. Non, ce que certains intellectuels de la danse pourraient dire, oui, mais c'est une forme de connexion entre les uns et les autres par rapport au mouvement. Certainement. C'est ta définition, je la respecte, c'est très bien. Moi, je vois ça autrement. Ouais, il y a quelque chose de transcendé. Un truc un peu au-dessus. Ouais, il y a un truc parce que je fais confiance à la créativité même du danseur, dans son être, dans sa spontanéité, dans ce que je dis, dans ses failles, dans ce qu'il a de plus naturel et de plus faible, mais de plus vrai. Et de plus vrai et de plus sincère. Et c'est vrai que le mouvement, je travaille aussi sur ça, sur l'épuisement. À un moment donné, on a quelque chose de vrai au plateau. Parce qu'un corps épuisé, c'est un corps qui ne peut plus tricher. On ne peut plus dire quelque chose alors qu'il pense autre chose. Il est vrai dans ce qu'il raconte, dans il est fatigué. Quand il pose le genou, on voit bien qu'il est fatigué. Il fait l'effort de faire bien. Mais comme le corps est fatigué, ça donne quelque chose de très intéressant à voir ou à sentir, voire même, on se sent presque à sa place. Parce qu'on imagine la chose. On dit, mais c'est la sueur, en fait, il y a quelque chose qui nous touche, enfin, je crois. Et Nas, ça a été ça. Ça a été révélateur en ça, de cette idée de communion. J'appelle ça la communion au plateau. Et l'autre sentiment, c'est aussi une forme de colère dans Nas. Il y a une spectatrice une fois qui m'a dit, mais le mascou, elle m'a dit, mais il faut avoir en soi une colère inouïe ou quelque chose de ce genre-là. C'était très beau comment elle me l'a dit. Et tu t'es reconnu ou pas? Oui, mais bien sûr, il y a une forme de colère, mais elle est sous contrôle, hein, elle est under control, comme on dit. C'est pas une mauvaise chose d'être Non, en colère. mais il y a une forme de colère, de rage, de quelque chose qui s'explique pas de manière, encore une fois, rationnelle. Mais bien sûr, il y a une forme de colère, une forme de rage qui est là, qui est en moi peut-être pour plein de raisons, mais faut remonter dans l'histoire de chacun, je sais pas. Mais en effet, cette pièce-là, elle est rageuse déjà sur, certainement une quête de reconnaissance aussi. La quête de reconnaissance, c'est ça, c'est quelque chose de rageux, de la rage plus que de la colère, mais de dire, mais j'existe, je suis là, j'ai envie de vous dire des choses. Parce que ce chemin a nécessité du travail, a nécessité des sacrifices, entre guillemets. Et à un moment donné, on se dit, je mérite aussi d'être vu. Ah, et toi, la méritocratie Tu vois, là, je me livre, tu vois, à cœur ouvert à tes questions, parce que c'est l'artiste qui parle. L'humain derrière, forcément. Pourquoi on en vient à créer aussi? Bien sûr. Tu l'as produit dans de nombreux pays? Oui. Une 50aine? Ouais, alors on a joué 200 fois pour donner un chiffre parce qu'on est fiers de ça. Ça a été long avant d'être bien reçu. Et ça a fait une 50aine de pays. Ça a joué dans des pays, jusqu'en Chine, aux États-Unis, en Angleterre. En Pologne. En Pologne, en Suède. On a joué 18 fois en Suède. Ouais, c'était génial. On a joué dans 16 villes. Du nord au sud, on était jusque chez le Père Noël et on est revenu. C'était génial. Pour quelqu'un qui n'était pas parti très loin au départ de son quartier, c'est un truc de dingue. Mais je n'ai jamais autant voyagé que grâce à la danse. Ouais.
Mais ça, de toute manière, toi, dans ta vie, c'est ce que ça a été depuis le début. Ben, c'est peut-être ça aussi le retard, c'est que je me dis, mais j'aurais dû... Ah, c'est peut-être les voyages aussi qui m'ont manqué, peut-être. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié plonger dans l'univers de Fouad Boussouf. Nous avons pu entrevoir son cheminement en tant qu'artiste, comprendre ses valeurs qui l'ont amené à devenir le chorégraphe reconnu à l'international. Mais ce n'est pas tout. Dans notre prochain épisode, nous allons découvrir comment il a réussi à devenir le directeur du CCN du Havre Normandie. N'oubliez pas de vous abonner et je vous donne rendez-vous le 15 septembre pour la suite de cette belle aventure.